Charlène, bonjour. Bienvenue dans le podcast Le village de la parentalité. Comment tu vas? Eh bien, bien, même si j'ai peu dormi. Je vais bien aujourd'hui. C'est un bon jour. C'est un bonjour parfait. Alors du coup, on va démarrer de suite. Est-ce que toi, tu peux te présenter en tant que femme, en tant que mère et en tant que professionnelle? Je suis une jeune femme de 28 ans déjà. J'ai plusieurs passions dans ma vie, dont la danse, le montage vidéo, le scrapbooking, même si j'ai moins le temps d'en faire. Je suis maman donc d'un petit garçon de 5 ans. Je suis restée avec lui pendant 3 ans, donc il y a eu 2 ans à la maison et 1 an à la maman, du coup. Voilà, après il est parti à l'école, quoi. Donc pas le choix en fait. Et ensuite, je suis... j'ai un chéri, j'ai oublié quand même. J'ai un chéri depuis 11 ans. Oh, voilà, 11 ans déjà. Et donc, notre bébé, c'est un bébé surprise, du coup, qu'on a eu ensemble quand ça faisait 6 ans qu'on était en couple. Et ensuite, je suis du coup vidéaste depuis 1 an. Et je me suis lancée pour vivre de ma passion. Alors du coup, vu que tu parlais quand même de Timothée, est-ce que tu peux nous dire à quel moment dans ta vie tu t'es dit « c'est sûr, je vais être maman » ? En fait, je me suis toujours dit, parce que la société, et je pense que comme il est arrivé par surprise quand j'avais 22 ans, j'ai pas tellement eu le temps de me demander si vraiment je voulais un enfant ou pas. Donc non, en fait après, moi j'étais vraiment la petite fille quand même stéréotypée, hein, on va dire, qui joue au poupon, au Barbie, qui s'est toujours dit, moi quand je serai grande j'aurai une maison, un chéri et des chiens et un enfant, enfin voilà, vraiment la base, on va dire, quand on est éduqué, voilà, dans la société actuelle, quoi. Et non, mais du coup je m'étais jamais posé la question, c'était sûr que j'en voulais un. Mon chéri, je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans, et c'était sûr pour lui aussi qu'on aurait un enfant un jour, et du coup quand j'ai su que j'étais enceinte, du coup, alors que c'était imprévu, au début, en fait, ce qui nous a gêné, c'était surtout le regard de nos parents, parce que moi, j'avais pas fini mes études. En fait, une fois qu'ils l'ont su et qu'ils l'ont pas tant mal pris que ça, on s'est dit, en fait, on voulait un enfant, quoi. Donc, let's go, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, si tu le veux bien, de cette arrivée surprise ? Oui. Comment ça a pu vous chambouler, toi, te chambouler aussi en tant qu'étudiante, tu nous as dit. Ouais. Du coup, donc moi j'avais 22 ans et lui 25. J'avais un stylet cuivre du coup à l'époque depuis 1 an. Donc en fait, j'étais très fatiguée pendant quelques jours. En fait, j'étais hyper fatiguée et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça fait combien de temps que j'ai pas eu les règles? Ça fait quand même plus longtemps que d'habitude. Donc j'ai regardé un peu mon calendrier. J'étais là, ah oui, j'ai 2-3 jours de retard. D'habitude, je suis hyper réglée, donc bizarre. Et en fait, du coup, plus ça allait, plus je me disais plus ça allait les heures, hein, parce que c'était, à partir du moment où je me suis posé la question, ça a été plutôt une question d'heures avant que je fasse le test, de jours, mais très peu de jours, quoi. Et donc j'ai commencé à me dire, peut-être que je suis enceinte, mais c'est bizarre, on n'y pense pas, parce que du coup, c'est tombé un week-end où c'était l'anniversaire de Flo, mon chéri. Et moi j'organisais son anniversaire surprise, donc en fait j'avais beaucoup de choses à gérer. Du coup j'ai fait on verra lundi. Voilà, le samedi soir on a fait la fête. Pendant la soirée, je me souviens avoir dit à ma meilleure amie, je sais pas, j'ai un petit doute, je crois que je suis enceinte. Puis après j'ai continué à faire la fête. Voilà. Le dimanche est passé, j'étais extrêmement fatiguée, mais bon voilà, on avait fait la fête, donc je me disais pas que ça avait un lien. Le lundi c'était très très dur au boulot, du coup j'étais apprentie, donc je travaillais dans une crèche à ce moment-là, et donc je pensais qu'à ça. Et du coup j'avais parlé de mes doutes à mon chéri, donc le dimanche il m'avait dit demain on n'attend pas, quoi, on va acheter un test, parce que du coup j'avais toujours pas les règles, hein, donc j'avais plus de 4 jours de retard. Du coup j'ai débauché à 15h, direct je suis rentrée et j'ai fait le test, donc j'étais dans mes petites toilettes et mon chéri était de l'autre côté et les barrages se sont affichés direct. Du coup j'ai dit faut attendre combien de temps déjà pour être sûr? Il était là, mais pourquoi il y a quoi dessus? Non mais attends, d'abord lui la notice. Que voilà, il y avait 2 marques, quoi.
Et du coup, je suis sortie, ben voilà, je lui ai dit, je suis enceinte, quoi. Donc, je lui ai montré. Donc là, c'était. Bon, moi, j'ai commencé direct à pleurer à ce moment-là parce que il y avait un peu un tout. Il y avait en fait l'émotion. J'ai pleuré parce que j'avais peur. Et puis en même temps, je me suis de suite dit, si on le garde, je veux pas avoir un souvenir négatif de cette annonce. Donc, du coup, j'étais quand même contente, en fait. Enfin, c'était un mélange un peu bizarre. Et après, ce qui est venu, dès que je lui ai donné le test et qu'il regardait la notice, c'était ah merde, et comment on fait si on n'est pas d'accord, quoi. C'est le premier truc en mode et si lui en fait il veut pas et moi oui, ou l'inverse, ou voilà. Donc plus dans ce sens-là, parce que du coup j'ai assez vite accepté quand même dans ma tête, je pense que ben voilà, j'étais enceinte et ça allait se faire, quoi. Mais je me suis dit, jamais on s'est dit que ça allait être maintenant, donc comment lui il va réagir et tout. Donc sur le coup, on s'est pris dans les bras, lui il a pleuré aussi. Après il est sorti fumer, donc je me suis retrouvée toute seule. Donc là, du coup je me suis lâchée, j'étais là, oh mais c'est fou, je faisais que dire ça à moi, je savais c'est pas possible, mais c'est fou, mais comment c'est... Et j'étais là, mais j'ai un stérilet quand même, c'est fou quoi. Et alors du coup là est venue la question de, et si c'est une grossesse extra-utérine et que c'est dans les trompes, et depuis combien de temps je suis enceinte, et est-ce que c'est dangereux, donc il y a aussi toute cette peur là. Donc là, le premier truc, parce que du coup, on était submergés tous les deux par l'émotion. Donc le premier truc, c'est j'ai dit, je vais appeler la crèche, leur dire que je vais pas bosser demain, que je prends un jour de congé. Enfin, comme j'étais apprentie, je comptais pas dans l'effectif, donc c'était assez pratique pour ça. Et du coup, je me souviens que ma directrice, j'étais hyper dans l'émotion, donc voilà, mes phrases, elles ressemblaient à rien. Je parlais comme ça. Excusez-moi, je vais pas pouvoir venir. Et du coup, elle était là, mais c'est grave. Et moi, j'étais là, je peux pas dire oui, parce que non, c'est pas grave. Et du coup, j'étais là, mais ça dépend comment on le prend. Et du coup, elle m'a dit, bon, j'ai compris. Direct. Il n'y a pas de souci. On se rappelle demain, Charlène, pour après-demain, tu nous tiens au courant. Voilà, juste après, on a pris rendez-vous avec la gynéco et on a eu un rendez-vous d'urgence parce qu'au téléphone, on a dit qu'on savait pas si on allait le garder ou pas, quoi. Donc elle a dit urgence, demain vous venez et tout. Pour la petite anecdote, ce qui était drôle, c'est que c'était rendez-vous chez gynéco, donc on a attendu, enfin je dis ça comme si c'était partout, mais je crois que c'est quand même assez souvent chez gynéco. On a attendu 1h30 dans la salle d'attente. Et du coup, il y avait plein de petits flyers, et il y en avait un qui était plus gros que les autres, où il y avait écrit stérilet cuivre, pensez-y, 99% de risque. Et du coup, la feuilleton était vraiment des bâtards. Ça, c'était la petite anecdote drôle. On l'avait gardé en souvenir. On avait un cahier, c'est vrai que on le remplit plus maintenant, mais on avait un cahier de couple où on mettait, quand on allait au cinéma, quand on faisait des sorties, on écrivait des petits mots pour nos anniversaires et tout. Et du coup, on l'avait mis dans le cahier, c'était très clair. Enfin bref. Et du coup, en fait, la gynéco nous a posé 2-3 questions. Et en fait, assez vite, on s'est dit que ça allait le faire, en fait, parce que du coup, elle nous a dit, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça faisait déjà 6 ans. Vous travaillez tous les deux? Oui. Vous habitez ensemble? Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous met le doute? Et en fait, on n'arrivait pas trop... Enfin, en fait, c'était vraiment le fait d'être surprise, quoi. On était là, c'est parce que là, on n'avait pas pu... Enfin, moi, du coup, c'était ma dernière année, donc... je ne savais pas exactement comment ça allait tomber pour le jour de l'accouchement par rapport à mes examens et tout. Et du coup, j'avais pas encore pu parler à mon école, donc j'étais là, je sais pas, est-ce que je vais pouvoir finir mes études ou pas. Enfin, donc c'était plus ce côté-là. Et du coup, elle m'a dit, mais si, là, elle m'avait dit, la gynéco, si là, il y avait toutes les solutions, en gros, qui étaient toutes trouvées et que tout allait bien, qu'est-ce que vous voudriez faire? Et du coup, on avait dit, ensemble, je pense qu'on voudrait le garder, quoi. Enfin, donc voilà, et juste après, du coup, je sentais Flo encore un peu sur la résistance quand même, ce qui est normal, hein, ça faisait que 24 heures qu'on le savait. Et du coup, on est allé chez ses parents. Donc sa maman ne travaillait pas et son père, il était entrepreneur, donc du coup, on savait qu'à cette heure-là, on allait les trouver tous les deux chez eux, quoi. Et du coup, on a dit en premier à sa mère, qui était hyper contente. Et du coup, on était là, non, c'est pas sûr, on va le garder. On ne soyez pas trop contente. C'est super. Ménagez-vous. Calmez-vous. Du coup, là, lui, ça l'a rassuré. Et son père, je pense que c'est son père pour lui qui était le plus dur. Enfin, il savait pas s'il allait avoir de la fierté ou pas dans son regard. Et en fait, son père, ça a été vraiment chill, quoi. Il était là, oh, c'est super. Ok, du coup on avait fait toute une montagne et donc du coup là c'était vraiment en mode il se projetait de ouf en tant que grand-parent, donc on était là, ok alors là maintenant faut pas les décevoir si jamais finalement on va pas les garder. Et puis après il restait ma famille et là alors moi ce qui me stressait le plus c'était ma maman
parce que voilà, je savais que elle, c'est pas que j'avais peur de la décevoir, mais c'était plus dans le sens où j'avais peur qu'elle ait peur pour moi, parce qu'elle était du coup une maman très inquiète quand même sur beaucoup de sujets différents. Et du coup là je me suis dit elle va être inquiète, et du coup et puis aussi pour elle déjà c'était tout allait trop vite quoi. Enfin, je savais que le fait que j'aménage avec Flo, ça avait déjà été une étape et c'était récent, ça faisait même pas 6 mois qu'on habitait ensemble du coup finalement. Donc ça faisait déjà une grosse étape et tous les gros changements dans ma vie, je sais que ça lui faisait quand même un pincement au cœur en tant que maman. Et là je me suis dit waouh, et là je vais être maman quoi, enfin ça va être dur pour elle. Et bon bah ça a été dur pour elle, mais elle a pas mal réagi en mode non mais t'es trop jeune, non mais t'as pas fini des études, enfin, c'est juste que elle a été là en mode ouf, ok. Donc au début, elle savait pas trop quoi dire et tout. Moi, du coup, j'ai vite précisé que j'étais sous stérilée, hein. Genre, c'est pas de ma faute, hein. On a pas fait exprès, ok. Mon père, lui, il était trop content. Mon père, il était là en mode déjà gaga et tout. Mon frère aussi, il était super content. Et ma mère, je pense qu'elle a vachement accusé le coup. Et du coup, on est sortis dehors pour prendre l'air et tout. Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle était là, je suis désolée, je veux pas mettre des ondes négatives. Et du coup, je lui ai dit, bah non, ouais, normal, t'as le droit d'avoir des émotions, quoi. Donc, et du coup, en fait, une fois que nos parents le savaient, là, ça a été vraiment. En fait, on est sûr, quoi. On est sûr qu'on veut le garder. C'était vraiment la peur de leur jugement à eux en particulier. Et puis, en fait, on s'est vachement vite fait à l'idée, quoi. Enfin, en fait, en 2 jours, on s'est dit, ok, là, on est plus parti pour avoir envie de le garder, mais par contre, on avait vraiment. On s'était vraiment. On était très au clair sur le fait que voilà, ça allait être énorme, quoi. Enfin, que ça allait pas être juste on n'adopte pas un chat, quoi. Enfin, pour 18 ans et plus. Et que voilà, financièrement, ben, voilà, ça allait être un peu le why, parce que moi, l'apprentissage, il allait pas être éternel. Enfin, voilà. Et aussi, le gros soulagement, c'est quand j'ai dit à l'école, du coup, à l'école de JE, d'éducatrice de jeunes enfants. Je suis allée voir donc ma formatrice, et en fait, j'étais comme ça, en mode qu'est-ce qu'elle va dire Et en fait, elle a eu une super réaction, elle était super contente. Et donc, moi, je lui ai dit, je suis censée accoucher en mai, et les examens sont en mai et en juin. Du coup, on fait comment? Elle m'a dit, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des. En fait, souvent, ils font des sessions pour, au cas où, quand les gens sont malades au moment de l'examen, ou ont eu un accident ou un décès dans leur famille. Et du coup, elle m'a dit, vous allez juste rentrer dans ce cadre-là, quoi. Au final, j'étais la seule du département, donc du coup, j'étais toute seule à passer l'examen en septembre, mais bon, voilà. Mais du coup, j'avais quand même pu rendre tous les trucs de devoir continu, donc le mémoire et tout, j'avais tout rendu avant. Et j'ai vraiment eu Timothée pendant les examens, quoi. Enfin, genre les examens commençaient et voilà. J'étais à la maternité, quoi. Voilà. Et alors justement, cette grossesse-là qui est quand même un peu particulière, pendant tes études, comment tu l'as traversée cette grossesse-là? Est-ce qu'elle s'est bien déroulée? Est-ce que tu as réussi à en profiter aussi, mine de rien, vu que tu étais quand même prise par tes 3e année? Alors, les 3 premiers mois, c'était l'enfer. Vraiment, c'était l'enfer. J'ai été malade tout le temps. J'avais l'impression d'avoir une gastro continue. Voilà, c'était génial. Je vomissais. En fait, c'était horrible parce que moi, j'ai envie de vomir de base. Si je petit déjeune pas, j'ai envie de vomir. Et là, en fait, quoi qu'il arrive, je vomissais. Du coup, en fait, je mangeais des trucs faciles à vomir parce que je savais que j'allais vomir, quoi. Ah oui. Voilà. Okay. C'était génial. Du coup, j'ai perdu 10 kilos les 3 premiers mois. Pas mal. Paradoxal. J'aurais voulu le faire, je l'aurais pas fait, quoi. C'était très dur aussi parce que du coup, là où je bossais, c'était pas prévu non plus pour l'équipe, et du coup j'étais très très fatiguée, beaucoup malade, je faisais beaucoup d'allers-retours aux toilettes, j'étais aussi souvent absente parce qu'il y avait vraiment des moments où c'était comme une gastro, donc clairement je pouvais pas m'occuper des enfants, quoi. Donc j'ai eu par exemple 2 semaines d'arrêt d'affilée. En fait, dès que je revenais, je repartais en arrêt, c'était horrible. Et en fait, des fois, je pensais vraiment que j'avais la gastro, quoi. Des fois, parce qu'il y avait aussi des épidémies, et c'était au mois d'octobre, par là. Et du coup, il y avait aussi des épidémies à la crèche, donc des fois, je savais pas. J'étais là, est-ce que c'est la grossesse, est-ce que c'est la gastro? Enfin, voilà, je savais pas. Et du coup, pour l'équipe, c'était un petit peu dur. Enfin, c'était un peu dur par rapport à l'équipe parce que des fois, je me prenais des petites réflexions qui, je pense, c'était pas contre moi, mais que je me prenais quand même. Et voilà, j'avais 22 ans et tout. Voilà, il y avait des petits discours. Alors, en fait, c'est que chacune avait son petit truc.
Mais le tout combiné, je me disais en mode, ouais, en fait, je suis mal vue parce que je suis enceinte, quoi. Enfin, j'avais vraiment ce ressenti-là. Et peut-être que c'était infondé et tout, mais voilà, il y avait pas mal de trucs. Voilà, il y a par exemple des personnes qui m'ont dit ah, mais si t'es fatiguée, faut te mettre en congé. Ben non, je me mets en arrêt du coup. Ou alors j'ai eu ah ben moi, c'est bizarre, c'est vrai qu'on est vraiment très différentes parce que moi j'ai jamais eu ça quand j'étais enceinte. Du coup, quoi, je suis en train de mentir ou voilà. Et plusieurs fois par jour, quoi. Donc, non, je fais pas exprès en fait. Voilà. Donc bon, du coup les 3 premiers mois c'était dur autant physiquement que émotionnellement par rapport à ce qui se passait. J'avais aussi d'autres problèmes à ce moment-là dans cet endroit autre que la grossesse, mais du coup c'était assez chaud. 2 ou 3 fois par mois j'avais cours à Bordeaux du coup, parce que mes études c'était à Bordeaux, donc je faisais la route. Du coup je me souviens d'un matin en particulier où je m'étais arrêtée sur la voie sur Berge, un endroit du coup où on ne peut pas vraiment s'arrêter pour ceux qui connaissent. Pour pouvoir vomir. Voilà. Juste avant le pont, en fait, il y a un champ. Et du coup, je m'étais mis dans le champ pour pouvoir vomir. Du coup, j'étais passée par-dessus pour pas sortir de ce côté où il y avait du monde. Et personne ne s'était arrêté. J'étais c'est pas très cool parce que je suis quand même en train de perdre mon âme actuellement. Voilà, j'avais bu une tisane citron ce jour-là, je me rappelle encore. J'étais là, plus jamais. C'est pas bon à vomir apparemment, hein, faut garder en tête. J'arrive à l'école et tout le monde était là, ça va super et vous? La forme? Personne n'était au courant sauf ma meilleure amie du coup. Enfin voilà, c'était assez drôle. Il y a des profs qui ont fait des gaffes aussi parce que du coup j'avais dit à 3 de mes formateurs pour qu'ils soient au courant de ma situation, mais je l'avais pas dit à certaines de mes copines et du coup il y avait un prof qui faisait des gaffes tout le temps. J'aurais été là, oui et toi Charlène, vu ta situation? Et nous on était là avec ma meilleure amie. Ah pardon. Et du coup, passé les 3 mois, après, ça a été vraiment un long fleuve tranquille. Vraiment jusqu'à la fin. J'ai vraiment kiffé être enceinte à partir du deuxième trimestre, du coup. C'était très cool. J'étais très contente de l'annoncer aussi à tout le monde. Enfin, ouais, ça me mettait trop en joie quoi, de faire les annonces. On avait fait des annonces particulières pour chacun de nos amis, familles. Donc, la plupart, on les a filmées. Sauf celle de la famille de Flo, qui c'est dommage d'ailleurs parce que tout le monde était super ému, mais non, c'était chouette. Ma famille à moi, j'avais fait genre que je prenais une photo de famille et je leur ai dit, et j'étais en train de filmer, du coup j'ai toutes leurs réactions, la tête de tout le monde, c'était trop bien. Mes copines d'école, je leur avais fait deviner en faisant un time's up, en faisant des mimes et tout. Enfin, non, franchement, c'était très cool. Et du coup, on l'a super bien vécu tous les deux. Enfin, non. Je dis ça, mais non. Enfin, moi je pensais que oui, mais après j'ai su que non pour lui. Mais moi en tout cas, j'ai super bien vécu. Flo, il m'a accompagnée à chaque rendez-vous gynéco. Et du coup, comme j'étais suivie à la clinique, j'avais un rendez-vous par mois. Du coup, il était là à chaque fois. On a eu une sage-femme qui était très chouette au niveau de son accompagnement. Elle avait vraiment une façon plus humaine que ce que j'avais pu voir avant, donc franchement c'était très cool. Elle donnait beaucoup de conseils aussi, tu sais, en termes de méthode naturelle et tout, donc ça nous plaisait beaucoup. Donc du coup dans la grossesse, hyper serein, franchement pour moi ça a été, voilà. Mais j'ai su plus tard du coup que lui, il avait eu par contre pas mal de pensées parasites ou alors je sais pas trop comment l'expliquer parce que c'est pas moi qui l'ai vécu, mais il a eu pas mal de pensées parasites qui faisaient qu'il n'arrivait pas vraiment à profiter en fait et qu'il était souvent anxieux. Et ça je l'ai su après parce qu'il m'en avait pas parlé pendant la grossesse. D'accord. Ouais. C'était quoi comme type de pensée parasites? Il avait peur de faire des bêtises, de péter un câble, voilà, il avait un peu comme des idées noires, mais il n'arrivait pas à s'expliquer, donc du coup ça lui faisait peur en fait. Et du coup il m'en avait pas parlé, on en a parlé plus tard. D'accord. Ouais. C'était pas forcément des peurs en lien avec est-ce qu'on va y arriver financièrement, non, c'était vraiment lui envers son enfant. Ouais. Ou même envers moi en étant enceinte, il faisait des cauchemars. D'accord, ok. Et pourquoi ça, il t'en a parlé après? Je sais plus comment c'est venu, je crois que c'est quand on a notre couple d'amis qui attendait un bébé. Et en fait, du coup, il en a parlé avec le futur papa en mode peut-être que toi aussi ça va te faire. Moi j'étais là, je savais pas qu'il y avait eu ça. Et du coup, voilà, un soir on en avait plus parlé et il m'avait dit, franchement, j'étais oui, effectivement, quoi. C'est chaud.
C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les avis des papas aussi. Après, s'il y a des papas qui veulent se faire interroger, c'est bien. Parce que peut-être, à la différence de nous, et encore, je sais pas, mais on a cette capacité où on parle un petit peu plus que les papas, on partage un peu plus, voilà. Et du coup, c'est dommage parce qu'il devait se sentir seul, en tout cas, de se dire je ressens tout ça, est-ce que je suis pas fou, est-ce que... Ouais, ce qu'il m'a dit, que du coup, limite, il était content que notre pote, du coup, soit dans cette situation aussi parce qu'il pouvait le partager à quelqu'un, quoi. Bon, c'était après coup, mais bon. Au moins, c'est sorti. Ouais, sorti, grave. Et puis Timothée est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que dans les échanges que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui ressortent sur les premiers jours à la maternité en fonction de comment chacun l'a vécu. Donc j'aimerais bien un peu avoir, toi c'est dans une clinique privée, pour resituer. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ces premiers moments? Est-ce que tu as été bien accompagnée? Qu'est-ce qui t'a manqué? Ou est-ce qu'au contraire il te tardait vite de rentrer chez toi? Dis-nous un petit peu. Alors, du coup, comme ma grossesse s'est bien déroulée, que j'ai été très bien accompagnée par le corps médical, la gynéco, etc., je me faisais zéro souci sur ce qui pouvait se passer au moment où il allait naître, et je me suis pas renseignée plus que... En fait, il y a des choses que je savais que je voulais, mais je me suis pas plus renseignée que ça sur le sujet parce que je me suis dit, voilà, déjà, la nature fait bien les choses, et puis je serai entourée, quoi, donc ça va le faire, voilà. Et donc, quand j'ai commencé à avoir les contractions, on avait été très très bien préparé par notre sage-femme. Du coup, mon chéri était super serein, il a vraiment géré vraiment très très bien. En fait, j'avais de l'homéopathie à prendre et tout. Du coup, c'est lui qui me donnait aux heures et tout l'homéopathie, parce que moi, je pensais à autre chose, n'est-ce pas? Et du coup, en fait, on a pris notre temps, le début. Enfin, en fait, en soi, l'accouchement, ça s'est très bien passé. Mais il s'est passé des choses quand même. Oui, c'est pas passé des choses plutôt. Du coup, ça a commencé vers minuit et jusqu'à 3h, on est resté chez nous. J'ai pris 2 bains, voilà, on s'est mis la musique, c'était très cool. C'est vraiment un moment, la bulle, quoi. Franchement, c'était très cool. Malgré les contractions et le début de la douleur, mais franchement, c'était gérable et tout. Après, quand ça a commencé à s'intensifier, on avait quand même une demi-heure de route, donc on s'est dit, bon, on va prendre un petit peu d'avance parce qu'on ne sait pas trop si ça peut s'accélérer ou pas. La route, c'était horrible. Tous les virages, je croyais mourir à chaque fois. Je me disais, mais tu vas trop vite. Mais je vais à 20. Ah ouais, va plus vite alors, parce que c'est long. Donc, ça n'avait aucun sens. Du coup, on rigolait. Je lui gueulais sur le temps. Voilà. Et puis, on est arrivé vers 3h30 du matin. On ne trouvait pas l'entrée des urgences. Du coup, on a fait le tour de l'hôpital et moi, j'étais comme ça, sur les poteaux. Attends, pause. Bon, finalement, on a trouvé. On s'était trompé aussi, je crois. Non, c'est pas le même. Bon, bref. On s'était trompé d'entrée et tout. Finalement, on arrive. Donc là, je sais plus comment ça s'appelle. Monitoring, vérifie le col, tout ça. Et elle me dit, vous êtes qu'à 2. Donc là, vous pouvez peut-être revenir chez vous et tout. Moi, j'étais comme ça. Revenir chez moi? Non, je peux pas du tout revenir chez moi là maintenant. Du coup, on lui dit, là, on a quand même une demi-heure de route. Et puis franchement, moi, en fait, elles ont commencé, c'était déjà toutes les 5 minutes, dès minuit. Il n'y a pas eu genre une toutes les heures et tout. Moi, ça a été direct la première contraction, 5 minutes après la deuxième contraction. Et après, c'était comme ça. Et quand ça a commencé à être plus fort, du coup, on est venu à la maternité. Mais je me suis dit, non, là, j'ai l'impression que ça va aller vite, quoi. Donc, et donc, elle me dit que non, ça va pas du tout aller vite. Que j'en ai pour longtemps, voire la journée. Alors que moi, je pensais que la nuit allait suffire, quoi. Dans ma tête, j'étais là. Quoi? Encore une. Là, parce que là, je veux aller dormir, moi. J'en ai marre, en fait, déjà. Et du coup, là, ça m'a vraiment stressée. Je me suis dit, alors oui, elle m'a donné du Spasson ou de Doliprane, je sais plus, pour voir si ça stoppait les contractions. Du coup, j'étais morte de rire. J'étais là, n'importe quoi. Du coup, je râlais dans le... Quand elle était sortie, je faisais Coralie, j'étais là en mode, mais genre, ça va quoi, ça va arrêter les contractions. Ouais. Du coup, on parle ensemble et tout. Et là, en gros, elle nous dit, ouais, vous habitez à une demi-heure, donc je vais pas vous faire revenir chez vous. Mais le problème, c'est que là, la maternité, cette nuit, elle est blindée. On a 8 femmes qui vont accoucher. Il n'y a plus aucune chambre de maternité de disponible. Du coup, je vais vous installer dans une salle à côté des salles d'accouchement, dans une salle de monitoring. Vous serez que tous les deux dans cet étage-là, quoi. Donc, sur le coup, on se dit, c'est cool, au moins on va être tranquille, quoi. Donc, c'était cool. Mais pour le coup, on était très tranquille. Parce qu'en fait, ils nous ont oubliés.
Donc de 4h à 7h30 du matin, on n'a vu personne. Mais nous, on se disait que c'était normal. Enfin, en fait, moi, j'étais dans ma bulle et je me disais, s'ils viennent pas, c'est que ça va. Enfin, c'est que ça fait partie du... Enfin, ouais, c'est comme ça, quoi. Je ne m'étais pas posé la question plus que ça. Et donc, on a fait nos trucs. Hein. Moi, je lui avais fait une petite boîte à papa. Du coup, j'avais mis des trucs et tout. Donc, il a pris le temps de l'ouvrir. Alors, un coup, je lui disais, Alex, c'est là pour les cadeaux, là, je vais qui. Et un coup, j'étais là, regarde, quand même, je t'ai fait ça. Bon, bref, une femme qui est en train d'accoucher, quoi. Au début, on m'avait proposé le ballon et tout, mais en fait debout j'y arrivais pas, j'avais l'impression que mon ventre il pesait 1 tonne, donc j'étais mieux assise ou allongée quoi. Et puis vers 6h30, 7h, là ça commençait à être très dur psychologiquement parce qu'en fait du coup je m'étais dit du coup j'en ai pour longtemps, vu ce qu'elle m'a dit. Et là j'avais très mal, c'était très rapproché, j'avais l'impression d'avoir à peine le temps de respirer, que ça repartait. Et là, je me suis dit, et donc mon projet c'était d'accoucher sans péridurale. Et là, je me suis dit, mais si j'en ai encore comme ça pour la journée, je vais faire la péridurale, c'est mort quoi. Donc là, je commençais à vraiment être dans le mal quoi, en mode je vais pas y arriver, pourquoi ils viennent pas nous voir, et puis à paniquer, et puis à me dire est-ce que je bip alors que j'aurais dû, je sais pas pourquoi j'ai pas bipé, mais en fait j'avais peur de les déranger pour rien, du coup je bipais pas, n'importe quoi. Je me rappelle qu'il y a un moment de toute la nuit, un seul moment où Flo m'a laissé 5 minutes pour aller faire pipi. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais là, pourquoi il est parti ce gros con? Vous pouvez pas pisser plus tard? J'avais envie de faire pipi, mais j'avais peur qu'il tombe dans les chiottes. Du coup, le bébé, du coup, j'étais là, je sais pas quoi faire. Et du coup, à 7h15, j'ai appelé ma sage-femme. Parce qu'elle m'avait dit que voilà, on pouvait l'appeler même si c'était la nuit et tout. Et en fait, après coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas bipé d'abord des gens de l'hôpital, enfin de la clinique, plutôt que de l'appeler à 7h du matin, elle dormait là-bas. Oui, allô. Et du coup, là, je lui explique, je lui dis, voilà, je vais chez la clinique, depuis tant de temps, là, j'en peux plus, je vais faire la péridurale et tout. Et du coup, elle m'avait dit, mais vous êtes ouvert à combien? Je lui dis, je sais pas, ça fait un moment qu'ils sont pas venus. Et du coup, Flo qui était là, il dit, on les a pas vus depuis 4h du matin. Et donc là, elle me dit, ah non, mais ça, c'est pas normal, ils vous ont oublié. Ah! Elle me dit, bon, c'est pas grave, là, il est 7h30, il va y avoir la relève, et du coup, quand ils vont faire la transmission, ils vont bien te rappeler que vous êtes là. Donc, il y a quelqu'un qui va venir, vous inquiétez pas. Et là, elle m'a dit, mais vu votre état, vous allez pas tarder à coucher. Moi, je dis, mais non, pas du tout. Ils m'ont dit que j'en avais pour la journée. Elle m'a dit, oui, mais ils vous ont pas vu depuis 4h du matin, donc vous savez pas, vous attendez. À mon avis, c'est pour bientôt et tout. Essayez de marcher. Je dis, marcher, c'est mort, je peux pas me lever, j'en peux plus là. Bon, du coup, bref, elle m'a rassurée et tout. Et effectivement, 5 minutes après, il y a une fille qui arrive que j'avais jamais vue du coup, en courant. Elle a dérapé comme ça sur la porte. Tout va bien? Et en fait, après, elle a pas dit qu'elle nous avait oubliés, mais bon, voilà, ça se voyait. Du coup, elle était là, bon, ok, allez, on va faire le monitoring. Moi, j'étais là, le quoi? Le monitoring, il faut revenir sur le lit. Et j'étais comme ça sur la chaise en mode, je peux pas bouger, je vais mourir, je peux pas bouger. Du coup, je me suis difficilement traînée jusqu'au lit, mais j'avais trop mal. Elle arrivait pas à me mettre, elle me disait, cambrer le dos. ouais, c'est ça, ouais, je vais cambrer le dos. J'en pouvais plus. Du coup, là, je commençais vraiment à l'envoyer chier, mais en mode humour cynique, ouais. Humour cynique, vraiment en mode tu te fous de ma gueule, toi. Et du coup, elle m'a dit ah oui, et du coup, là, au moment où je m'allonge, du coup, mon corps commence à pousser. 1 fois, 2 fois, puis elle faisait des allers-retours, elle repartait, elle venait. Et là, je lui dis, bon, là, par contre, je suis en train de pousser, en fait. Et là, elle me regarde, et du coup, elle était là. Laissez tomber mon monitoring, je vais regarder le col. Je pense, ouais. Et du coup, entre-temps, moi, j'avais dit, je vais à la péridurale et tout, parce que quand elle est arrivée, j'en pouvais plus. Donc, elle avait appelé l'anesthésiste. Elle regarde, elle me dit, on va passer en salle d'accouchement. Et là, j'ai fait, ah, ça va durer la journée, en fait. Il était 8h, du coup, j'étais trop bien. J'étais là, ah, trop cool, c'est bientôt fini. Et du coup, on est passé en salle d'accouchement, pareil, il fallait que je marche jusqu'à la salle d'accouchement, j'avais l'impression que c'était l'autre bout du monde, alors que c'était en face, mais là, comment ça marchait? Bref. Et puis, du coup, la poche des os, en fait, la poche des os aussi, elle s'était pas du tout percée encore à ce moment-là. Et moi, dans mon esprit, j'étais en mode film sur Netflix, je pensais que la poche des os se rompait bien avant, enfin, même limite avant les contractions, quoi. Et jamais je m'étais dit que ça pouvait aller jusqu'au moment de pousser en gardant la poche des os. Donc pour moi, j'étais en mode, non, en fait, la poche des os, elle est toujours pas percée, donc c'est pas du tout la fin, quoi. Et en fait, si, du coup, bon, je vais passer les détails, mais la poche des os, elle a explosé. Et du coup, elle m'a dit, oh bon, c'est pas la peine pour la péridurale. Ok, cool, finalement, je vais le faire sans péridurale.
Et puis après, c'est allé vite. Au final, là, j'étais hyper entourée. Et puis là, t'as pas le temps de réfléchir, quoi. Enfin, du coup, ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure. Et il est né à 8h45, du coup. Ah oui. Voilà. Il Le est arrivé. péripétie. Du coup, en fait, le moment de... Oui, il est vite arrivé. Le moment de l'accouchement, en fait, s'est bien passé. Et heureusement d'ailleurs, puisqu'ils nous ont oubliés. Mais du coup, en fait, on était dans notre bulle et tout. Et en fait, le seul truc que je regrette un peu, c'est c'est d'avoir pensé en fait que ça allait durer la journée. Et alors que juste j'aurais dû m'écouter et en fait arrêter de me tracasser pour ça. Parce qu'au final, ça n'a pas du tout duré la journée. Et j'étais très contente de ne pas avoir fait la péridurale parce qu'en fait, après, une heure après, j'étais en mode trop cool. J'étais tranquille et j'étais pas fatiguée et tout. Enfin, fatiguée parce que j'avais pas dormi la nuit, mais pas épuisée, quoi. Voilà. Donc, non, j'étais contente. Et ensuite, alors, ces premiers jours. Et là, c'est là que je vais pas être très gentille avec le corps médical qui s'occupe de moi. Juste pour chacun vit sa maternité, sa parentalité, voilà. C'est unique. Chaque professionnel est différent. Donc là, ce que peut transmettre Charlène, je ne sais pas encore ce que tu vas dire, mais vu que tu dis que tu ne vas pas être très gentille, mais s'il y a des personnes du corps médical qui nous entendent ou s'il y a des mamans qui ne l'ont pas du tout vécu comme ça, c'est ok. Voilà, ça lui appartient à Charlène, c'est son vécu elle, c'est les professionnels qu'elle a rencontrés à cet instant T, mais ça ne vaut pas pour tous les professionnels de santé. Je préfère le dire parce qu'on est vite happé par des commentaires sinon qui disent que voilà, ils ne sont pas tous comme ça. Oui, on sait qu'ils sont pas tous comme ça, heureusement, voilà. C'est clair. Du coup, ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, du coup, cette nuit-là, il y a 8 femmes qui ont eu un bébé, en même temps que moi, ou dans les heures. En fait, j'ai été parmi les premières des 8 au final, même si c'était la dernière à arriver. Ouais. Mais du coup, juste après moi, il y a eu toutes les autres donc, qui sont passées en salle d'accouchement. Donc, du coup, les premières heures, en fait, j'ai été entourée, mais par des professionnels qui étaient dans le speed, et c'est pas leur faute, c'est parce qu'il manquait d'effectifs. Mais du coup, un coup, en fait, on était seuls, mais dans genre limite un peu trop seuls, parce que du coup, on est là en mode qu'est-ce qu'on fait pendant 2 heures, qu'est-ce qu'on fait Et puis quand il passe, c'est en mode il a tété, bon, on va essayer de le mettre au sein, ah blabla, ah blabla, ah blabla. Et moi j'étais ah, et après ils repartent, et du coup on est là, waouh, j'ai pas eu le temps, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et donc 2-3 fois, il y a une fille qui est venue, c'est toujours la même. Qui venait vérifier s'il avait fait sa tétée de bienvenue, et au bout d'1 heure et demie, mais pour moi ça s'est passé en 5 minutes, mais au bout d'1 heure et demie, il avait toujours pas fait sa tétée de bienvenue de façon naturelle en prenant le temps. Du coup, elle l'a mis au sein, donc c'est-à-dire c'est vrai que ça commence à être voilà. Donc moi, pour juste resituer, je savais que je voulais allaiter, mais je m'étais pas renseignée spécialement sur l'allaitement parce que pour moi ça allait se faire naturellement. Je savais juste que j'avais un de mes 2 seins qui était ombiliqué et que celui-là ça allait être plus difficile, mais je m'étais dit bon, pour la première tétée ce sera l'autre, et puis après petit à petit ça va se faire, voilà, sans me renseigner plus que ça sur ouais. Je m'étais pas renseignée, mais en même temps j'avais quand même prévu des coquillages, tu sais, pour les crevasses et tout, mais en me disant bon, c'est vraiment au cas où parce qu'on me l'avait conseillé, mais sans me dire que ça pouvait arriver, quoi. Et du coup, donc en fait ce qui s'est passé, c'est que elle lui tenait la tête. Alors, je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle que de ça. Elle lui tenait la tête, elle me tenait le sein, ça me faisait super mal, et genre en fait elle le collait comme ça. Elle le collait, et moi je me disais, j'aurais pas fait ça comme ça, mais je suis pas pro, donc je la laisse faire. Et en fait il a commencé à pleurer, et en fait elle continuait, et au bout d'un moment j'ai dit stop, je pense que là, voilà, c'est bon, il va pas mourir de faim, on va attendre un petit peu, quoi. Et en fait, du coup, je pense que, je sais pas si sa mémoire a gardé ça, mais du coup, en fait, après, à chaque fois que mon sein était proche de son visage, il réagissait comme ça. Donc ça a été super, les premières heures, c'était très stressant. Parce que nous, en fait, comme on s'était pas renseigné, on savait pas non plus combien d'heures après l'accouchement c'était grave ou pas grave qu'il ait pas tété. On savait pas s'il était déshydraté ou si ça allait finalement, si c'était pas si grave que ça, on savait pas. Donc du coup on stressait un peu quand même. Et puis pour eux, en fait, du coup, il fallait qu'ils t'aident, quoi. Donc on disait, s'ils pensent ça, c'est qu'il faut qu'ils t'aident, quoi. Voilà, il est pas bien, il est peut-être... on avait un peu peur, quoi. Et là, du coup, ça a été la ribambelle, parce que du coup, on était la famille qui avait du mal à allaiter, n'est-ce pas? Donc on a eu plein de professionnels différents, des super et des très mauvais, du coup. Et donc il y en a une en particulier dont je me souviens qui était là les 2 premiers jours où je suis restée à la maternité, donc la journée. Et du coup, c'était elle qui s'occupait de nous.
j'étais ravie. Et elle, voilà, c'était vraiment, elle forçait, elle me tirait le sein, le téton et tout. Et elle me disait, ah là là, mais s'il prend aussi mal, vous allez avoir des crevasses. Et moi, j'étais là, c'est toi là qui est en train de me mettre des crevasses, tu me défonces les seins en fait. Et puis elle avait des remarques horribles, quoi. Elle disait, oh, c'est un bébé feignant, il est feignant ce bébé. Et je disais, je me souviens qu'elle avait une stagiaire le 2e jour et je voyais dans les yeux de la stagiaire qu'elle était dépitée mais qu'elle pouvait rien dire. Et du coup, moi, souvent, j'étais prête à déborder et à insulter tout le monde. Et à chaque fois, du coup, dès que la personne quittait la pièce, Flo, il était là, calme-toi et tout, on rentre bientôt et tout. Parce que comme on avait le suivi sage-femme, pour nous, on rentrait, on allait rester 2-3 jours et on rentrait, quoi. Sauf que, comme on était la famille qui avait du mal avec l'allaitement, ils ont voulu nous garder. Mais sauf qu'en fait, ils ne nous l'ont pas dit en avance. C'est-à-dire en fait, le matin où on devait partir, ils nous ont dit, ben non, en fait, vous restez. Et on est resté 6 jours en tout à la maternité. Ouais. C'était très long. C'était horrible. Et toujours autour de l'allaitement en plus. Et toujours autour de l'allaitement. Et du coup, ce qui était difficile, c'est que... Enfin, moi, je trouve que c'était difficile ce côté-là. C'est que du coup, la journée, c'est une personne qui donne ses conseils avec sa façon de voir les choses, qui ne sont pas forcément des bons conseils comme on a pu le constater, vu ce que j'ai vécu dès le début. La nuit, c'est quelqu'un d'autre. Et alors là, c'est qui tout double. Les 2 premières nuits, c'était une fille qui, je pense, n'avait pas envie de se faire chier, clairement. Enfin, c'est méchant à dire comme ça, mais voilà, dès qu'on l'a bipée, ça l'a saoulée. Comme c'était l'heure de la tétée, elle arrivait à allumer la lumière. C'est l'heure de la tétée, papa va lui changer la couche pour le réveiller. Et puis après, on essaye le sein, ok, alors qu'il dormait. Moi, j'étais là, d'accord. Moi, j'avais pas spécialement envie, là, tout de suite, mais bon, voilà. Et puis, c'était aucune patience, quoi. Bon, il t'aide pas. Bon, je vais chercher un biberon artificiel. Donc, du coup, nous... toujours pareil, comme on s'était pas spécialement renseigné, on était là, si elle propose ça, c'est qu'il doit être dénutri, enfin voilà, il faut... Donc oui, allez, on lui donne un biberon. Donc 2e erreur, en moins de 24 heures, du coup il a eu la tétine biberon et tout. Et du coup le lendemain c'était pire, enfin bon, voilà. Il y a eu la toute première fois où il a vraiment réussi à prendre le sein, c'était le lendemain matin, mais il m'avait tellement trituré les seins que j'ai saigné direct, quoi. J'ai saigné, j'ai l'impression qu'il buvait du sang, quoi. J'étais là, qu'est-ce que c'est? Donc là, voilà, c'était l'hécatombe. Puis il y a eu plein de trucs. Du coup, comme il n'arrivait pas à téter, mais que moi je tenais à l'allaitement, ils m'ont fait tirer le lait, mais j'avais pas encore eu la montée de lait. Donc laisse tomber la montée de lait que j'ai eue. Et tout ça, moi je savais pas. Donc moi je tirais mon lait normal. Après pareil, du coup, comme il t'était pas, on donnait mon lait au biberon, du coup, dès le début. Du coup, tout ce qui était bon à récupérer, on le récupérait. Donc j'avais toujours les trucs là pour récupérer, mais sauf qu'on m'avait pas dit qu'en fait ça stimulait comme si j'étais en train d'allaiter en continu. Donc tout ça c'était avant la montée de lait. Donc mon corps en fait s'est dit ok, c'est un bébé qui boit beaucoup de lait. Et là, le 3e jour, les douleurs, c'est horrible. Et du coup, le 3e jour, alléluia, ça a changé d'équipe. Et la journée et la nuit. Mais sauf que c'était trop tard, enfin, ça avait bousillé l'allaitement en 2 jours, c'était un peu trop tard. Enfin, j'ai quand même réussi à tenir 3 semaines en lui faisant boire mon lait au biberon, mais il a jamais pu téter correctement, enfin, c'était une souffrance à chaque fois. Je l'ai fait, mais c'était une souffrance à chaque fois. Et du coup, le 3e jour, il y a eu une infirmière et un auxiliaire de puériculture, les deux, de toute façon, ils étaient en binôme, et ça se voyait qu'ils s'entendaient bien. Des perles, vraiment, je sais même plus comment ils s'appellent, mais... du coup, je me souviens que là, il y a eu aussi le baby blues du 3e jour, enfin, je sais pas si... Bref. Donc ce jour-là, entre l'allaitement, la fatigue et le 3e jour, du coup, pendant le bain, je faisais que pleurer. Et du coup, il y a une des infirmières qui m'a vue, alors qu'elle n'était pas du tout, enfin elle passait par là et juste elle m'a vue et elle a vu que genre les filles qui étaient présentes, elles s'occupaient pas de moi alors que j'étais clairement en détresse. Et du coup, elle m'a carrément pris sous son aile, elle venait me voir toutes les heures et tout, et son collègue du coup, pareil. Et donc c'est ce jour-là où j'ai eu la montée de lait, et sauf que moi, en fait, on m'avait parlé de la montée de lait, mais je savais même pas ce que c'était, enfin je savais même pas ce que ça représentait et tout. Et du coup, d'un coup, j'étais là, j'arrivais plus à respirer, tu sais, j'étais là, et j'étais comme ça, oh mais ça fait super mal. Et du coup, je bip là parce que j'étais là, waouh. Et du coup, en fait, je passais ma journée les salaires et je me disais, mais s'il y a quelqu'un de ma famille qui débarque, il y avait trop de questions ce jour-là. Et du coup, je me rappelle du gars, il m'avait trop fait rire. Il était rentré, l'auxiliaire de puériculture, il était là, oh waouh, les obus. Et du coup, j'étais là, ouais, du coup, je sais pas ce que c'est, je sais pas quoi faire. Il m'a dit, c'est la montée de lait. Et donc, c'est-à-dire, et du coup, il m'a dit, mais personne ne vous a expliqué la montée de lait depuis que vous êtes ici? Bah non, bah allez-y, du coup, expliquez-moi. Du coup, il m'explique.
Et il me dit, mais du coup, là, quand ça a commencé à monter, il aurait fallu que vous massiez au fur et à mesure. Mais bon, ben là, voilà, c'est trop tard. Donc, il me dit, bon, là, vous allez prendre une douche chaude. Vous essayez de faire sortir tout ce qu'il y a à sortir. Moi, j'étais là, mais je vais perdre du lait. Il faut pas que je perde du lait. Il était là, non, mais il y en aura du lait. Vu comment ça. Non, vous inquiétez pas. Et du coup, ouais, non, ça a été cool. Et puis, pareil, il me disait, vous avez pas des feuilles de chou dans votre valise? Moi, j'étais là, des feuilles de chou, c'est quoi ce truc? Vraiment, la meuf pas du tout renseignée sur l'allaitement, quoi. Et bref, du coup, eux, ils ont été top, mais ça n'a pas du tout sauvé l'allaitement, enfin le début d'allaitement catastrophique. Donc forcément, ils prenaient pas assez de poids. Et puis du coup, c'était le moment de la courbe, tu sais, où ils perdaient un peu. Et donc en fait, ils ont voulu nous garder pour voir s'ils reprenaient. Donc, et donc là, ça a été long parce qu'en fait, le quatrième jour, en fait, la veille, ils nous disent bon, bah, a priori, demain, vous partez. Donc, il ne faudra pas louper l'heure du petit déjeuner, blablabla. Donc là, on se met le réveil, on se prépare, on s'habille. Voilà. On prend notre petit déj. Et là, à 8h30, du coup, on était prêts. Et là, on attend. Comme ça, avec notre valise fermée et tout. 9h, vers nuit, 10h. Le pédiatre passe, il a fait comme ça. Attends, je vous l'ai vite. Il regarde la feuille. Ok, il sort. Ok, quoi? Ok, on peut y aller? Et du coup, on était là, on était vraiment perdus, quoi. On était là. Et du coup, on fait quoi? On peut y aller? Il y a quand même quelqu'un qui va venir nous dire au revoir. Enfin, tu vois, c'est bizarre, quoi. Et du coup, on sort dans le couloir. On peut partir ou... Ah, il vous a pas dit le docteur? Non, mais du coup, non, vous restez encore parce que l'allaitement se met pas bien en place. Et on était là. Mais on a mis le réveil ce matin pour se préparer et tout, sinon on aurait dormi en fait. Il était 11h. Voilà, du coup on était dégoûtés. Donc on dit, mais on reste jusqu'à quand? Oh ben demain, puis on verra. D'accord. Et du coup ça a fait ça, donc 3 jours de plus. Et le sixième jour, on était en train de péter un câble. Au bout d'un moment, on a dit, voilà, on va rentrer chez nous en fait. Bon, on va pas le tuer, notre enfant. On va le nourrir. Ça va se passer. Et du coup, on était rentrés, mais il fallait qu'on revienne tous les 2 jours pour qu'il le pèse, qu'il vérifie, qu'il prenne bien du poids. Voilà. Et je me souviens aussi d'un moment aussi à la maternité où là, je commençais à me dire il y a un problème avec l'allaitement parce qu'ils ont tous leur façon de voir les choses, personne ne dit la même chose. Il y a un problème, quoi. On est mal accompagné, c'est sûr. Et du coup, je tombe sur. Je fais mes recherches sur internet. Je tombe sur un article de la Leche League où il y avait écrit tout ce qu'il ne faut pas faire pour qu'un allaitement se mette bien en place. Et la liste, c'était tout ce qu'ils m'ont fait. Le forcer à être au sein, lui donner un biberon dans les moins de 48 heures avec la tétine, alors qu'il existe d'autres solutions. Il y a la seringue, il y a le petit fil et tout. Enfin, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Le dalle. Voilà. Donc il y avait plein d'autres solutions, mais non, ils n'ont pas voulu s'embêter. Donc voilà. Puis voilà, après l'accompagnement en soi, même psychologique, là, le feignant et tout, en tant que JE, je savais très bien que c'était pas possible. Et puis en même temps, j'avais l'impression d'être novice et j'avais pas voulu dire que je travaillais avec les enfants parce que j'avais peur qu'ils se disent bon, bah du coup, elle sait, et du coup, de pas du tout être accompagnée. Mais en même temps, je me suis dit, bah, finalement, j'aurais peut-être dû le dire parce que là, j'ai eu l'impression d'être pris vraiment pour la petite fille, la jeune fille de 22 ans qui sait pas où elle va avec son gosse, et voilà. Donc ça a été assez dur quand même. Après, du coup, on est rentré à la maison, donc j'avais mon tire-lait. Là, le plus souvent possible, j'essayais de l'allaiter, mais c'était tellement une souffrance que c'était vraiment une fois par jour et ça durait 2 minutes, même pas. De toute façon, il prenait mal le sein. J'avais vu des personnes, alors je crois que c'était un kinésiologue et ma sage-femme pour voir s'il avait des freins, mais apparemment non. Et pourtant, il avait tous les symptômes qui montraient qu'il pouvait avoir des freins parce que du coup, il prenait mal le sein et la façon dont il prenait le sein, ça pouvait ressembler à ça. Il dormait la bouche ouverte et complètement contorsionné et tout. Donc, il y avait quand même pas mal de trucs. Mais bon, apparemment, il n'en avait pas. Donc, voilà. Et puis, du coup, je tirais mon lait. Donc, c'était très fatigant parce que j'avais jamais assez de lait d'avance. À chaque fois, je mettais vraiment beaucoup de temps pour avoir ça de lait. Et du coup, en fait, voilà, il se réveillait toutes les 2 heures. Et donc, toutes les 2 heures, je lui donnais le biberon qu'on avait. Je le rendormais. J'allais tirer mon lait devant Thalasso. Thalassa. Voilà, je regardais Thalassa et je tirais mon lait pendant 20 minutes pour avoir ça de lait. Je mettais au frigo et puis 2 heures après, il se réveillait. Je lui donnais du lait et j'allais tirer mon lait. Et c'était comme ça tout le temps. Quand on avait la famille, du coup, je m'isolais pendant une demi-heure à chaque fois pour tirer mon lait. Enfin, c'était une galère. Mais bon, j'avais trouvé mon rythme et puis ça me tenait à cœur, donc j'ai tenu 2-3 semaines comme ça. Et la 3e semaine, Flo a repris boulot en fait, au bout de 11 jours, donc il a repris boulot.
Du coup, le rythme était plus difficile à tenir et je me sentais seule, quoi, du coup. Enfin, j'avais moins le soutien psychologique de quand il était là, la journée et tout. Et en fait, il y a eu un jour en particulier où j'ai renversé la totalité du lait dans le lit. Et j'avais plus de lait d'avance. Et il hurlait de faim. Et du coup, là, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, amène-moi du lait en poudre. J'étais en pleurs et tout. Je sais pas comment j'ai réussi à l'endormir, alors que pour moi, il était en train de mourir de faim. Mais bon, je pense que non, mais voilà. Du coup, j'ai réussi à l'endormir. Quand elle est arrivée, il dormait. Et du coup, là, c'est là que ça a commencé, du coup, la transition au final. Et qu'on est passé en moins d'une semaine au lait en poudre. Parce qu'en fait, il fallait que je dorme, quoi. Il fallait que je me repose. Et puis j'allais pas bien, quoi. Enfin, en fait, je le vivais super mal. Donc, il fallait aussi que je sois bien pour que mon enfant soit bien. Et le partage que je voulais avec lui à l'allaitement, en fait, du coup, c'était plus du tout le cas parce que, en fait, je lui en voulais d'avoir envie de téter parce que moi, j'avais mal. Du coup, j'étais là, ouais, ça sert à rien, quoi. Donc, après, une fois qu'on était passé au biberon, j'étais vachement plus sereine, quoi, avec lui et je profitais plus du moment du repas, au final, pour lui. Et voilà, du coup, l'allaitement, très, très chaotique et j'en ai vraiment beaucoup voulu à l'équipe. Peut-être que ça aurait été pareil si j'avais été suivie par d'autres personnes, mais au moins, ça aurait été expliqué avec des termes plus simple à comprendre, enfin plus ça aurait été mieux, j'aurais été mieux accompagnée, quoi, psychologiquement et puis je pense qu'il y avait d'autres solutions. Enfin, voilà. Donc un peu chaotique l'allaitement et le fait de rester 6 jours à la maternité, c'est très long aussi quand même. Sans parler de l'allaitement, c'est très long, quoi, de lui faire prendre le bain tous les jours avec le brouhaha de tout le monde dans la pièce et c'est très long, quoi. D'avoir des heures pour le petit déjeuner et tout. C'est vraiment, je me souviens quand on est arrivé chez nous, c'était la libération. On a pris 6 ou 7 selfies sur le canapé. En fait, c'était super drôle parce qu'ils dormaient la plupart du temps, là, du coup, et on savait pas quoi faire. On ne savait même pas allumer la télé. On était là. Bon, on attend qu'il se réveille. C'était trop bien. Non, après, c'est vite passé cette période-là parce que la deuxième semaine, on a eu des visites tous les jours. On leur avait dit en fait de ne pas venir à la maternité, sauf nos parents, du coup. Après on a eu quelques visites, ma meilleure amie qui est venue, mes cousins, mais vraiment très court et très peu. Et du coup, tous ceux qu'on n'a pas pu voir sont tous venus la deuxième semaine. Et ça nous a fait du bien aussi de nous sentir entourés. Et en même temps, c'était aussi fatigant. Enfin, le soir, on était vidés d'énergie, mais voilà, c'était cool quand même. Voilà. Riche en émotions, les dents. Ah oui, après, j'ai eu une petite réflexion aussi, parce que du coup, comme je pouvais pas allaiter à souhait, pour le rendormir, je mettais mon doigt dans sa bouche comme ça pour faire genre que c'était le sein et pour pas qu'il ait tétine, pour éviter d'encore plus accentuer cette confusion sein-tétine, quoi. Et du coup, je me prenais des réflexions, ah mais tu vas pas pouvoir faire comme ça pendant longtemps, mais tu peux pas faire ça, mais le doigt, mais c'est ça et tout, ma grand-mère en particulier. Donc j'étais là, oui. Je fais ce que je peux, juste tant qu'il dort, c'est bon, quoi. Ouais. Voilà. Et par rapport à tout ce démarrage quand même assez particulier, est-ce que tu penses ça a eu un impact sur ton vécu du postpartum, comment tu t'es quand même sentie soutenue, entourée, une fois que le lait, le côté alimentation c'est ok. Est-ce que ça a eu un impact, tu penses, sur le postpartum ou pas forcément Je sais pas trop. Je pense que ça a été dur de faire un peu le deuil quand même de cet allaitement que je m'étais imaginé, et puis en même temps j'ai pas trop pu en parler non plus. Enfin, en fait, les personnes avec qui j'en parlais, c'était dans le futur, du coup, des mamans, des copines qui sont devenues mamans, et du coup je leur ai parlé à ce moment-là de ça, et en fait c'est en parlant avec elles que je me suis rendu compte que j'avais encore des rancœurs, quoi, par rapport à cet allaitement, mais en soi quand je le vivais, au moment où je le vivais, j'avais l'impression que j'avais accepté la situation, quoi. Du coup, je m'en suis pas trop rendu compte. Après, ce que je me souviens en termes de plus général, en termes du postpartum en général, ce qui était assez dur pour moi, c'était... en fait, j'étais tranquille à la maison, du coup, avec un bébé, mais tranquille quand même. Et j'avais pas l'énergie alors que j'étais à la maison. Et du coup, je trouve que ça, c'est dur dans la société, ou en tout cas dans ma vie à moi, c'était dur à accepter un peu pour l'entourage ou à entendre. J'étais à la maison, il dormait beaucoup, mais j'avais aucune énergie pour faire tout ce qui était vaisselle, tu vois, tout ça. Vaisselle, rangement. Et du coup, je me laissais tout le temps déborder. Flo, à ce moment-là, il faisait les 2-8, donc soit il commençait très tôt le matin, il était avec moi l'après-midi,
soit il commençait plus tard la journée et voilà, il rentrait tard le soir. Et du coup, c'était un peu cette solitude, quoi. Je pense que le truc le plus qui a pu être le plus difficile, c'était un peu cette solitude et le fait de se sentir un peu incomprise, en mode waouh, t'avais tout le temps et puis t'as rien fait, quoi. Et je me laissais tout le temps déborder, enfin, on se laissait tout le temps déborder par la vaisselle, par le linge, enfin voilà, j'avais vraiment cette sensation d'être sale en fait. D'accord. Tu vois, que ma maison était sale, que tout était sale, bon bref, que rien n'était rangé. Et ouais, du coup, un peu ce truc de. En fait, je culpabilisais en me disant, ah, je suis quand même toute seule à la maison et toute la journée à la maison et genre, j'y arrive pas quoi. Et puis en plus, j'y arrive pas et puis j'ai pas envie. Et alors en plus, tu te laisses déborder. Moi, t'as envie de commencer parce que tu sais pas par où commencer tellement il y en a. Donc ça a été long quand même et ça a duré un moment. Ça a duré vraiment un moment. Et après, sinon, avec Timothée, ça allait. En fait, les 3 premières années, ça allait quand même. Dans le sens où, comme j'avais les bases, du coup, en tant que JE, de connaître son développement, un peu savoir pour moi ce qui était bien pour mon enfant, etc. Je savais où j'allais et j'étais sûre de moi et du coup, j'avais pas tellement peur. Par contre, j'ai toujours eu cette crainte et après 3 ans. Après 3 ans, on verra. Je sais pas ce qui va se passer. Et ça, tu vois, c'était vraiment c'était ma seule crainte, mais sinon ça allait. Après, on a quand même eu un bébé cool, comme on peut dire, comme on peut entendre, dans le sens où il avait un rythme qui correspondait au nôtre. Et du coup, c'était plutôt cool pour nous les parents, voilà. Tu parles en termes de sommeil. Ouais, sommeil, et puis même en général, il était chill, quoi. Très chill pour le bébé. Donc pour nous, c'était royal, quoi. Alors, en fait, on s'en rendait pas forcément compte, c'est plus quand on a eu d'autres couples amis qui ont eu des bébés, et eux, voilà, c'était plus difficile par rapport à leur rythme à eux et le rythme de leur bébé qui n'était pas le même. Et du coup, on se disait, ah ok, nous, ça veut dire qu'on ne se rendait pas compte quand même de la chance quand même d'avoir un bébé qui dort bien la nuit, enfin beaucoup, qui dort beaucoup la journée, qui s'endort vite, enfin, franchement. Et puis en même temps, on ne s'est jamais mis de contraintes non plus. Enfin, on n'était pas. Ça, c'était cool d'être sur la même longueur d'onde, par contre, Flo et moi. On n'était pas en mode, bon, dès 3 mois, faut qu'il dorme seul, faut arrêter de le bercer, pas du tout. Non, c'était vraiment en mode. On se laisse aller, tant qu'on a envie de le bercer, on le berce, tant qu'il a besoin d'être bercé, on le berce. Et il a été très entouré, et nous on a été aussi très entourés du coup, parce qu'on avait nos familles qui étaient hyper investies dès le début. Moi je me souviens, le premier été, il avait 3 mois du coup, 2 mois, et on était partis à Cazaux en vacances avec toute la famille de Flo. Et en fait là on avait un relais de ouf. En fait là on s'est rendu compte, la phrase il faut tout un village pour élever un enfant, c'était ça. C'est-à-dire que le matin, voilà, Tati et sa maman en particulier, elles étaient hyper attentionnées envers Timothée et envers nous aussi, parce que du coup elles étaient là, rendormez-vous, on s'en occupe. Et du coup, franchement, ça a duré 3 semaines ces vacances-là, mais c'était vraiment une parenthèse géniale, quoi, parce qu'il avait à peine 2 mois. On avait quand même notre bulle à nous, et là on avait ce relais où du coup tous les soirs en fait il était bercé par quelqu'un de différent de la famille, mais du coup j'avais pas forcément moi à le bercer tous les soirs, et ça a aidé vachement je pense au niveau du postpartum pour se régénérer, quoi. Et puis après quand on est revenu, du coup il avait 3 mois et je sais pas, est-ce qu'il se sentait assez en sécurité, est-ce que c'est juste son caractère, j'en sais rien, mais à partir du moment où on est revenu de vacances, du coup il s'endormait, on le posait, on avait juste à poser notre main et il s'endormait en 5 minutes, quoi. Ça a été nous on était assez choqués quand même, waouh, incroyable. Et puis du coup on a vite récupéré nos soirs en amoureux au final. Donc ça aide de ouf, pour se sentir soudés et pour aller bien en couple, aller bien en famille. C'est sûr qu'on a été hyper chanceux sur ça. Moi du coup j'ai passé mes examens donc quand il avait 4 mois. J'ai été majeure de promo. Félicitations. Et c'était assez drôle parce que du coup j'ai passé mes examens dans le bureau d'une prof parce que j'étais toute seule, du coup au lieu de me mettre dans une grande salle, elle m'a mis avec elle pendant qu'elle bossait. C'était très drôle.
Et puis, je sais pas si ça a aidé d'être dans cette situation, mais en tout cas, ça a vachement attendri les jurys pour les oraux. En fait, j'avais passé les oraux pour pas qu'ils fassent venir 1000 fois des jurys. J'avais passé mes oraux en même temps que les VAE, validation d'expérience, d'acquis d'expérience. Et du coup, ils étaient là, ah, c'est vous, l'inquiète maman et tout. Donc, je pense que voilà, ça a aidé un peu, quoi. Non, c'était très chouette. Et vraiment, je garde trop bons souvenirs de ce moment-là, c'était chouette. Et puis j'étais super fière aussi. Je me rappelle que j'étais super fière d'avoir réussi à avoir mes examens haut la main malgré tout ça quand même. Et ouais, voilà, j'ai des photos souvenirs qui sont cool, quoi. J'ai une photo où je tiens mon petit mémoire, j'étais enceinte de 8 mois, il était 4h du matin et j'avais fini enfin de le paraffer et tout. Donc non, c'est chouette, c'est des chouettes souvenirs. Et du coup, ce qui était cool en fait, c'est que comme j'étais apprentie, mon contrat s'est terminé un peu comme un CDD, donc j'ai eu droit au chômage. Et c'est comme ça que j'ai pu rester avec Timothée pendant un long moment. J'ai fait des remplacements en crèche, mais voilà, des petits remplacements. Mais du coup, ça m'a permis de le voir grandir, quoi. Clairement, sinon j'aurais pas pu le voir grandir comme ça. Et en fait, il y avait des journées, je me souviens, il y avait des semaines longues quand même où je me sentais seule parce qu'en plus, on habitait quand même à la campagne. Donc, juste pour aller à la boulangerie, il fallait faire 20 minutes de route. Donc, il y avait des semaines un peu longues, j'avoue, où j'étais voilà, parler toute seule avec un bébé une semaine entière. Des fois, c'était un peu long. Mais je garde un très bon souvenir de ce moment-là, franchement. Et après, on s'est rencontrés. On montait la main. Et oui. Et oui. Parce qu'en fait, tu sais que quand on s'est rencontrés, il avait que 6 mois, Timothée. Non, je réalise pas. Non, pas du tout. En fait, quand on a ouvert la mamme, il avait 2 ans, donc c'est pour ça que... Non, je réalise pas. C'est fou, oui, ouais. en fait, c'est vrai qu'on a mis 2 ans en fait à l'ouvrir, donc au final... très vite c'est ça. Du coup, pour terminer un peu sur le postpartum, en 1 ou 2 mots, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a le plus manqué durant ton postpartum? Qu'est-ce que tu aurais vraiment aimé avoir avec du recul aujourd'hui? De la compagnie. De la compagnie et puis en fait des discussions autour de la maternité hors médicale. D'accord. Bon, en fait, oui, de la compagnie. Et, en fait, parce que moi, du coup, j'avais que 22 ans. Donc, j'avais aucune copine qui était maman, quoi. Donc, ouais, vraiment de la compagnie. Et puis, parler plus du côté lien avec le bébé, les jeux, le quotidien, le ménage, tout ça. Et du coup, bah, c'est vrai que quand on va chez le docteur ou chez la sage-femme, c'est pas du tout ça qu'on parle, quoi. Okay. Et qu'est-ce qui t'est sorti par les yeux pendant le postpartum? Vraiment, tu t'es dit, c'est horrible, plus jamais. L'accompagnement pour l'allaitement. Enfin, le non-accompagnement. Le non-accompagnement, d'accord. Ou si tu devais faire autrement, si tu devais avoir un autre enfant, ouais. Qu'est-ce que tu ferais du coup? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Okay. Bah, déjà, je me renseignerai. Bon, maintenant, je suis renseignée, mais c'est trop tard. Mais maintenant, je suis renseignée et du coup, bah, j'enverrai balader les gens qui font pas comme moi je veux, du coup, et qui sont irrespectueux. Ok, merci. J'avais une autre petite question, parce que souvent ça revient, ça, quand on est maman, ou papa d'ailleurs, on se dit, ah là, moi, quand je serai maman, jamais je ferai ça, c'est sûr. Moi, je veux que mon enfant il fasse ci, je veux lui apporter ça, etc. Qu'est-ce que toi, tu t'étais dit, ça, jamais? Et puis, en fait, tu le fais un peu. Ou beaucoup. Ceux qui vraiment te parlent le plus, tu t'es dit... Je vais dire ceux qui m'est venu le premier à l'esprit, la télé. Les écrans. Mais j'ai tenu quand même bien. Après, c'est que ma famille, non, tu vois, ils ont pas... Enfin, notre famille a moins tenu que nous. Et du coup, après, t'es pris dans l'engrenage un petit peu. Et puis, nous, au fur et à mesure des années, on n'a pas forcément mis les limites qu'on aurait aimées ou qu'on s'était dit qu'on mettrait. Parce qu'à la base, vous vouliez quoi par rapport aux écrans? Au début, c'était pas les recommandations, quoi. Pas d'écran avant 3 ans, après 20 minutes, Bon, en fait, il y a eu des écrans avant 3 ans, et maintenant qu'il a plus de 3 ans, ça dépasse 20 minutes large la plupart du temps, quoi. Les fois où il regarde le dessin animé, il regarde pas 20 minutes de dessin animé, quoi. Il regarde le film, en fait. Et comment tu le vis d'avoir au tout début, je vivais très, très, très mal. Et surtout, c'était sujet de dispute avec mon chéri. Parce que lui, du coup, c'était moins important pour lui, on va dire, qu'il y ait ces règles-là. Alors que pour moi, c'était vraiment... Il fallait pas, quoi.
Et du coup, ouais, c'était un peu sujet de dispute, je le vivais pas très bien. Et puis, assez récemment, en fait, j'ai un peu lâché prise en me disant que je pouvais pas être une mère parfaite, quoi. Enfin, voilà. Donc, mieux maintenant. Mais bon. Mais il y a quand même des moments où je me dis qu'il faudrait réduire quand même. Bah, il n'est pas tout le temps devant la télé, hein. Quand même, mais bon. Juste 20 heures sur 24. Il dort aussi parfois. Heureusement qu'il y a l'école, quoi. Ça sent la vie. J'aimerais terminer sur un bout de ton parcours aussi qui est en dehors du postpartum, qui est donc ton fils aujourd'hui il a 5 ans, ça si je ne me trompe pas. Quelque chose qui serait important de partager aussi à toutes celles qui nous écoutent. Donc tu es éducatrice de jeunes enfants, tu es du milieu, ok. On peut avoir tendance à se dire, étant donné que tu travailles là-dedans, ok, tu as eu le petit baby blues, dépression postpartum, normalement tu ne devrais pas en faire, et alors un burn-out parental, inentendable. Mais pourtant, tu acceptes aujourd'hui de nous en parler un petit peu, tu as fait, ou tu es peut-être encore un burn-out parental. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as découvert ça et qu'est-ce que c'est rapidement le burn-out parental? Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, j'étais sûre de moi pour les 3 premières années de sa vie en mode là c'est bon, finger in the nose, je sais ce que je dois faire, je sais ce qui est bon pour lui et tout, donc ça va. Et après 3 ans, j'étais un peu en mode je sais pas je sais plus en fait, qu'est-ce qui va être normal dans son développement, par exemple. Je savais par exemple qu'à 2 ans, il y avait la phase de l'opposition et que c'était une phase normale et que j'avais juste à cadrer, mais ne pas me faire tout un tracas parce qu'il y avait cette phase de l'opposition. Mais après 3 ans, je me disais, mais s'il fait une crise là, est-ce que c'est moi qui n'ai pas géré en tant que parent et du coup il fait des crises? Est-ce que c'est normal dans son développement? Enfin, j'en savais rien. Donc du coup, cet inconnu me faisait peur déjà de base et je pense que du coup, ça n'a pas aidé pour la suite. Donc j'ai eu des prérequis de crainte et de peur. Et en fait, je m'étais mis la barre très haute parce que je voulais être la maman idéale que je m'étais imaginée. Donc voilà, très à cheval sur des choses qui étaient bien, pas bien pour moi, etc. Et du coup... En fait, petit à petit, alors attends, j'essaie de me rappeler comment ça a démarré, mais je me suis pas rendu compte tout de suite, j'ai mis du temps à me rendre compte que je faisais un burn-out, du coup, parental. Parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui se liaient. Il y a eu le moment où, du coup, c'était la même période où j'ai arrêté de travailler à la MAM, du coup. Et en fait, un des facteurs qui a fait que je voulais arrêter à la MAM, c'est parce que, du coup, je travaillais 5 jours par semaine. Donc tous les mercredis, il était avec sa grand-mère. Les soirs, en fait, même si j'allais le chercher à l'école à 16h30 par exemple, en fait, il restait avec moi au travail, donc à la MAM, jusqu'à 18h et parfois plus s'il y avait beaucoup de ménage ou quoi. Le matin, il venait avec moi pour 7h30 pour ouvrir à la MAM. Et du coup, je trouvais que même pour lui, c'était un rythme un peu difficile. Et en fait, moi, j'avais l'impression de passer un peu à côté de... C'était sa première année à l'école. Et j'avais l'impression de passer à côté de sa vie, en fait. Et donc ça, plus tous les autres facteurs, ont fait que j'ai voulu arrêter à la MAM. Et donc du coup, je me suis dit, tout ira mieux quand je ne serai plus à la MAM, puisque c'est ça le problème. C'est le fait que je vois pas assez mon enfant, c'est le fait que... Voilà. Du coup, l'année suivante, donc pour sa 2e année d'école, il a changé d'école. Et là, du coup, je pouvais l'amener pour 9h, aller le chercher pour 16h30, passer tous mes mercredis avec lui, etc., etc. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que je prenais pas trop de plaisir en fait à passer tous mes mercredis avec lui, que c'était même dur. Et que petit à petit, j'appréhendais quoi. J'appréhendais quand venait le mardi, j'étais vraiment en mode demain c'est mercredi. Limite, j'étais déçue parce que j'allais pas pouvoir bosser sur mes projets. Et du coup, je culpabilisais de ressentir ça. Donc, du coup, j'en parlais à personne. Et ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et puis, il y a eu un moment où... il y a eu un moment où ça passait plus. En fait, il y a eu un moment où... En fait, ça se fait petit à petit. Donc, il y a eu un moment où ce qui passait plus, c'est que... en fait, je m'étais mis un peu en mode robot, du coup. Les journées que je passais avec lui, je prenais pas de plaisir.
mais j'étais quand même comme j'étais avant avec lui. C'est-à-dire que je prenais sur moi et j'étais en mode robot. Donc je faisais ce qu'il y avait à faire et voilà. Et je restais toujours à cheval sur mes principes, etc. Et en fait, il y a eu un moment où j'arrivais plus. En fait, du coup, je commençais à être quelqu'un que je voulais pas être avec lui. Donc, à lever le ton plus que d'habitude, plus fort que d'habitude, à avoir des mots que j'aurais jamais dit avant. Je suis pas horrible avec mon enfant, mais par rapport à qui j'étais avec lui, c'était vraiment très différent. Et lui, du coup, à la même période, du coup, c'était explosif de ouf à la maison. Mais j'ai pas fait du tout le lien, hein, au début, évidemment. C'était explosif à la maison, c'était très dur. Et même pour Flo, du coup, c'était très dur. Quoi. En fait, on se disait, il a des problèmes de comportement, quoi. Enfin, on se posait vraiment des questions parce que il était... on pouvait pas... Enfin, bon, ça a toujours été, mais c'était pire, en fait. On pouvait pas en placer une. On pouvait pas placer une. Flo et moi, on pouvait pas se parler parce que voilà, ça débordait et ça partait en crise tout le temps. Les repas, c'était pas du tout plaisant. Enfin, en fait, tout était conflictuel, quoi. Tout était dans le conflit. Et du coup, tout était dans le conflit aussi entre les parents, du coup, puisque voilà, cercle vicieux, quoi. Du coup, je me rendais compte que j'étais pas comme d'habitude avec lui. Et en fait, malgré le fait que je me rendais pas compte que c'était ça, que c'était un burn-out parental, j'ai quand même réussi à le verbaliser à Flo en lui disant écoute, je me reconnais pas en fait. Là, t'as vu comment je lui ai crié dessus tout à l'heure, ça c'est pas moi, quoi. Et en fait, lui, du coup, savait pas non plus ce que c'était, donc un peu dur d'accompagner quelqu'un que tu sais pas ce que c'est, enfin, je connais pas. Mais du coup, lui, il me disait, ce qui m'a blessée encore plus, mais c'était pas voulu, mais en fait, lui, il me disait en mode, peut-être que toutes ces années, en fait, t'étais pas vraiment toi-même, t'étais plus la maman, en fait, que tu... Enfin, comment dire? En gros, il me disait que le fait que je crie, c'était normal pour lui, et que c'était peut-être ça, le vrai moi, et pas ce que j'avais été depuis 3 ans. Donc là, dur, enfin 4 ans du coup. Mais donc là, c'était dur pour moi, parce que j'étais là en mode... c'est horrible en fait. Et moi je le ressentais pas du tout comme ça, je sentais vraiment que j'étais pas dans mon état normal. Et en fait ce qui me faisait culpabiliser c'était vraiment le fait d'avoir tout ce que je voulais et que ça aille pas, quoi. Donc ça c'était dur. Et du coup, comment j'ai su que c'était ça? Mais en fait c'est un peu le hasard. J'ai rencontré Astrid Guépin dans le cadre professionnel qui fait des conférences autour du burn-out parental notamment. Et du coup, elle m'a embauchée en fait en tant que vidéaste pour filmer une de ses conférences qui était sur le burn-out maternel en particulier. Et du coup, c'est ce jour-là, en filmant la conférence et en écoutant du coup la conférence, que je me suis rendu compte que c'était ça. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'elle parlait de tous les symptômes et de tout ce que ça pouvait donner en fait concrètement en donnant des exemples, c'était exactement mot pour mot tout ce que je vivais. Donc je me suis mise à pleurer discrètement derrière ma caméra pendant le truc. Et du coup, je suis rentrée et j'ai dit à Flo, faut que je te montre ce que j'ai filmé ce matin, c'est exactement ce que je vis. Mais c'était vraiment, c'était l'évidence, quoi. C'était mot pour mot, incroyable. Le fait d'avoir d'abord la phase où tu te sens comme un robot, tout ça, et puis après d'être dissocié des émotions de l'enfant et d'avoir moins de rancœur à crier et tout. Et en fait, tout ça, j'étais en fait, je suis pas horrible comme personne, juste j'ai fait un burn-out, quoi. Et en fait, du coup, ce qui était plutôt pas mal, c'est que, en gros, donc ce qu'elle expliquait, entre autres, parce que je vais vite là, mais en gros, elle expliquait qu'on a les stresseurs et les ressources, et que du coup, plus on a de stresseurs, plus on a de risques de faire un burn-out, que ce soit parental ou professionnel, voilà. Et donc, du coup, en fait, il faudrait équilibrer soit en baissant les stresseurs, soit en augmentant les ressources. Et donc, par exemple, en baissant les stresseurs, ça peut être moins dur envers soi-même, et par exemple, on était carré sur les écrans, là t'es pas bien, autorise-lui les écrans, quoi. Enfin, il va pas mourir, c'est une fois, enfin voilà. Il y avait tout ça, ou par exemple le fait d'être tellement, en fait de vouloir tellement bien faire que du coup on se met soi-même la pression, et ils disent d'ailleurs que souvent c'est des parents en fait qui se mettent beaucoup la pression dans l'éducation qui finalement font un burn-out parce que du coup ils se mettent la pression forcément. Mais ça pouvait être aussi par exemple, alors moi c'est pas mon cas par exemple, mais ça peut être une maman qui veut tout faire maison absolument
Et jamais acheter de petits pots. Et du coup, elle va se mettre une pression monstre sur ça, alors qu'en fait, ce jour-là, elle était pas bien, elle aurait acheté un petit pot, donc c'est pas grave, quoi. Enfin, et du coup, c'était tout ça, et je me disais, ben oui, alors pas pour cet exemple-là, mais ça ressemble quand même à ce que je vis, quoi. Parce que moi, je me disais, ben, tous les mercredis, je vais faire des activités avec lui, et en fait, finalement, comme j'en avais pas envie, ben, je les faisais quand même, mais j'en avais pas envie, quoi. Et du coup, se dire, bon, ben là, c'est pas grave si ce mercredi, on fait rien, quoi. Enfin, voilà. Donc il y avait tout ça, donc voilà, stresseur. Et puis dans les stresseurs, il peut y avoir d'autres choses annexes qu'on peut retirer en discutant avec son conjoint par exemple, et du coup qui peuvent nous aider un peu. Et dans les ressources, du coup, augmenter les ressources, quelque chose qui nous fait du bien. Donc moi par exemple c'était la danse, voilà. Et du coup ce qui est bien, c'est que, enfin ce qui est bien, ce qui est cool pour moi, c'est que avant de savoir que j'avais fait un burn-out, comme je sentais que j'allais pas bien, mais j'avais déjà commencé à faire ça en fait. Du coup, ça a confirmé que je faisais les bonnes choses. Mais du coup, moi qui avais dit je serai là tous les jours à 16h30, quand je voyais que j'étais pas bien, plusieurs fois j'ai dit en fait il va rester à la garderie quoi, parce que là je me sens pas apte à passer la soirée en fait à le gérer quoi, tout simplement, parce que je n'étais pas bien. Et du coup, j'allais chercher plus tard, et en fait, du coup, ça me permettait de me dire lui il a passé une bonne soirée quoi, il s'amusait avec ses copains et voilà. Donc du coup, la conférence m'a permis aussi de déculpabiliser de tout ça, de me dire ok, juste en fait, t'as rééquilibré tes ressources et tes stresseurs, t'es pas une mauvaise mère parce qu'il est resté 3 fois à la garderie, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, ce qui était cool, c'est que le fait de le savoir après, j'ai pu plus l'appuyer auprès de Flo aussi. Et de dire, voilà, en janvier, on va faire ça pour que j'aille mieux, etc. etc. Et donc, dès janvier, en fait, à partir du moment où je l'ai su, c'est trop bizarre, à partir du moment où je l'ai su, du coup, ça allait mieux. Enfin, juste de le savoir, en fait, d'avoir posé le mot dessus, voilà. Alors, j'avais toujours peur que ça revienne, et c'est toujours un peu le cas quand même. Dès que je sens que j'ai du mal, j'essaie de vite rééquilibrer. Mais au moins, je peux agir vite, ça qui est cool. Mais du coup, dès janvier, par contre, lui, le jour et la nuit, son comportement. À partir de la rentrée après Noël, c'était... parce que du coup, c'était juste avant Noël que je l'ai su, j'avais fait un burn-out. Et du coup, à la rentrée de janvier, un ange, quoi. Enfin, le jour et la nuit, rien à voir. On était là à la maison, cupi les petits oiseaux, tout se passe bien. Et ouais, on était choqués, quoi. On était choqués. Alors après, il y avait aussi des travaux à la maison en même temps. On faisait des travaux de la cuisine, du coup, c'était un bordel. Bon, il y avait plein de trucs à côté du coup qui avaient augmenté les stresseurs du coup, créer son entreprise, voilà, tout ça. Mais ouais, et du coup là encore aujourd'hui il y a vraiment des moments où j'ai encore des angoisses et tout par rapport à mon rôle de maman. Et du coup dès que ça m'arrive, voilà, dans les semaines qui suivent, j'essaie de rééquilibrer, m'octroyer un jour ou deux, toute seule ou 3. Enfin, voilà. Donc maintenant, tu mets plus vite les outils en place. Oui, voilà. Parce que je sais ce que c'est du coup. Déjà, j'ai pas envie de re-aller dedans autant que ce que j'étais. Donc, en fait, c'est dès que je sens un épuisement, en fait, avant d'être burn-out, quoi. Dès que je sens l'épuisement ou le côté où je deviens en mode robot, ou même les côtés où je commence à me dissocier et à être, moins connectée en fait avec lui, là direct je me dis ok, je vais moins le voir les prochaines semaines, mais après ça ira mieux et c'est cool quoi. Ouais. Ah, c'est génial. C'est génial comme partage parce que je pense que beaucoup de parents le vivent ça. Alors peut-être à des degrés différents, peut-être pas aussi fort ou il y en a peut-être c'est que les prémices, mais le fait de le savoir, ne serait-ce que ce côté stresseur et ressources. Rien que ça, déjà, de se dire, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas beaucoup de ressources pour moi. Et ça montre aussi l'importance de, quand on dit, il faut prendre du temps pour soi, etc. C'est vrai que des fois, on se dit, oui, mais j'ai pas le temps. Et oui, mais si on ne prend pas ce temps-là, en fait, à un moment donné, ça peut, alors, pas pour tout le monde, mais quand même, ça peut vite basculer. Et pour rattraper derrière, c'est un gros travail, quoi. Là, tu as fait quand même un gros travail. Et comme tu dis, là, le hasard a bien fait les choses. C'est chouette que tu aies pu entendre ça. Ça permet de ne pas se sentir fou aussi, quoi. Ouais, franchement, j'avais l'impression de perdre la tête, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Puis vraiment, il y a ce syndrome de ne pas être légitime à ressentir tout ça, alors que ça faisait 1 an que je voulais ça, et là, je l'engelais, et non, ça passe pas, quoi. Est-ce que, comme tu dis, ce syndrome, est-ce que tu penses que c'est le fait d'être EJE ou ça n'a rien à voir, c'est juste...
Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Après, le fait d'être JE, ce qui est dur, du coup, c'est de savoir. C'est de savoir, de connaître l'impact de tes mots. Ah bah mince alors, c'était juste une petite question. Non mais du coup c'est de savoir ce que ça peut faire au cerveau de l'enfant, tu vois, et de pas réussir à faire autrement en fait. Donc du coup, enfin après ce qui est cool c'est que comme je suis, enfin, voilà, comme j'ai des ressources et tout, j'arrivais à revenir vers lui, à m'excuser et tout, mais c'était fait quoi. Donc c'était ça quoi qui était dur. En fait c'est pour ça que en fait JE ça m'a aidé à avoir des outils pour mettre en place des choses avant même de savoir que j'étais en train de faire un burn-out et tout. Et en même temps, tu sais ce que tu sais, voilà, tu sais l'impact de tes mots, de tes actes, de voilà. Donc un double tranchant. Ouais, voilà. Bon, du coup, merci Charlotte. Je suis désolée, je voulais pas qu'il y ait autant d'émotions qui sortent, mais en même temps. Bon, oui, je savais. Mais c'est normal, c'est partie de la vie. Alors, du coup, avec tout ce que tu as pu nous partager de ton vécu de maman, j'aimerais qu'on finisse juste sur un mot ou une phrase que tu aimerais transmettre à des futurs parents ou des nouvellement parents. Voilà, quelque chose qui te dit vraiment, moi j'aurais aimé le savoir, du coup j'aimerais vous le transmettre aujourd'hui. Ok. Bah, que toutes les émotions sont légitimes, même si on a un peu ce syndrome, moi j'appelle ça le syndrome du riche, mais tu vois, un peu en mode, t'as l'impression que t'as des problèmes, enfin comment dire, t'as l'impression que tes problèmes sont pas légitimes. Tu peux pas avoir de problème parce que ta vie elle est bien quoi. Ouais, ta vie elle est bien et t'es favorisée quand même. Toi t'as une maison, tu manges, voilà. t'as pas d'erreur. Et du coup moi j'avais beaucoup ce syndrome là, et donc du coup bref, toutes les émotions sont légitimes, même si on a une belle vie, une belle maison et tout ce qui va bien, mais c'est légitime d'être dans l'ambivalence en fait quand t'es maman ou papa. et qu'on n'est pas seul en fait, même si on se sent seul et que c'est dur de trouver des ressources parfois, il y en a plus qu'on croit, même si les gens ils en parlent pas. Comment t'as fait pour trouver tes ressources? Bah déjà j'ai toi. Non mais j'ai la chance d'avoir mes deux plus proches amis du coup qui sont JE, ça aide un peu. Non mais c'est vrai, du coup je suis quand même bien entourée quoi. Et ça, et puis bah, après c'est un peu, voilà, les personnes sur mon chemin, voilà, c'est tombé comme ça, Astrid et tout, voilà par exemple, mais et puis après parce que je me connais aussi et du coup moi j'ai pas de crainte si je me sens pas bien à aller voir ma psy, il y a ça aussi. Donc voilà, ne pas hésiter à s'écouter, à prendre rendez-vous, et que ce soit psy ou autre, mais puis voilà, sortir un peu enfin en fait trouver d'autres ressources en dehors du corps médical qui pour le coup restent quand même très souvent sur le côté médical, et même si mon médecin m'a déjà dit et vous comment vous allez, c'est pas là que tu vas déballer ta vie, tu sais très bien qu'il a un rendez-vous juste après, et voilà. Enfin, même si ça m'est arrivé de parler de ce que je pouvais ressentir, ça dure 30 secondes et puis voilà, il me donne 2-3 conseils, c'est pas ça qui fait qu'on va mieux quoi. Voilà. Merci beaucoup Charlotte, trop chouette. Et bien en tout cas ça m'a fait trop plaisir de pouvoir t'interroger parce que même si, bon voilà, Charlotte tu m'aimes bien moi, je connais un peu ta vie quand même, mais ça me fait du bien que tu puisses partager ça, partager ça aux autres aussi, mine de rien, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Merci beaucoup Charlotte.